Bonjour. Alors, nous avons effectué au cours précédent un détour où nous avons vu quelle était la façon dont il fallait comprendre les rapports du visible, c'est-à-dire de la totalité du phénoménal perçu par les sens, dans la mesure où le visible est le principal objet sensoriel, le seul en tout cas à être traité de façon exhaustive par Kukai, les rapports du visible donc avec les éléments d'une part et les atomes de l'autre. Nous nous rappelons que les premiers, les éléments, n'ont qu'une priorité de production dans la pensée, dans la mesure où la conscience les produit avant le visible comme préalable à celui-ci, mais qu'ils ne sont aucunement un préalable ontologique au visible, les deux dimensions du phénoménal surgissant l'une et l'autre, la constituante et la constituée, de la conscience des tréfonds, la conscience réceptacle. Les seconds, les atomes, ont encore moins d'importance dans l'apparition du phénoménal, puisqu'ils ne sont qu'une modalité de l'intelligence qu'en a le pratiquant. Ils ne sont qu'une étape, l'ultime, dans le processus analytique auquel se livre l'esprit contemplatif pour mettre en évidence l'absence de nature propre du phénoménal. Si le visible, que nous pourrions appeler dans nos représentations philosophiques antiques la matière, n'existe pas en soi, les atomes existent encore moins. Ce ne sont que des êtres de raison. Après cette mise au point, indispensable parce qu'il fallait bien remettre dans la perspective propre à Kukai des dogmes, n'est-ce pas, des gui, des enseignements, qui étaient les éléments et les atomes, des dogmes donc qui faisaient profondément partie de la vision bouddhique du monde et que l'on ne pouvait donc ignorer, Kukai revient à la strophe qui est le point de départ de cette dernière partie, dans laquelle il évoquait les modalités du visible. Je vous rappelle très brièvement cette strophe. Je vous la cite. Le visible en tant que manifeste, formel et exprimé est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, existant en l'état de loi, c'est-à-dire naturellement, je propose de traduire par naturellement, ou en conséquence des conditions. Il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Donc il revient à ces strophes qui est le point de départ de cette dernière partie, dans laquelle il évoquait les modalités du visible. Ces strophes étant suscitées, rappelons-le, par la proposition selon laquelle ces 6 poussières ont chacune un aspect de graphème, ou une marque de graphème. Ou plus exactement, je pense que ce serait plus compréhensible de traduire de façon un peu périphrastique, mais plus exacte pour nous, ces 6 poussières, 6 objets sensoriels, sont chacune marquées par un graphème, ou signe d'écriture. Il ne suit pas exactement l'ordre des 4 vers, puisqu'il va d'abord directement au 4e. Le 4e étant « il peut égarer et aussi mener à l'intellection », le visible, n'est-ce pas? À propos duquel il ajoute dans la série de... Ah oui, là, c'est la strophe que je viens de vous lire, c'est la strophe initiale. Donc, ce 4e vers, d'après Kukai, explique que le visible en sa diversité est poison pour le sot et remède pour le sage. Il élabore rapidement à ce propos la remarque suivante. De tels graphèmes provoquent chez l'insensé, le sot, attachement et appétence, et déploient en leur diversité les passions de la convoitise, de la colère, de la sottise et autres, ce qui constitue, c'est-à-dire ce qui crée l'ensemble gu, n'est-ce pas, tsumabiraka, l'ensemble des 10 mots et des 5 transgressions et autres. C'est pourquoi la stance parle de pouvoir égarer. On voit qu'il est difficile d'échapper au numéralia du bouddhisme, encore que l'on ne soit pas obligé de savoir que les 10 mots sont le meurtre, le vol, la fornication, les propos erronés, les propos spécieux, la calomnie, le double langage, la cupidité, la colère, l'hérésie, et que les 5 transgressions sont le meurtre du père, le meurtre de la mère, le meurtre d'un arat, c'est-à-dire l'étape la plus haute à laquelle on puisse parvenir dans ce qu'on appelle traditionnellement le petit véhicule. Le 4e, provoquer le schisme, et la 5e, blesser un Bouddha, littéralement blesser le corps d'un Bouddha. Donc il n'est pas nécessaire de se rappeler tout ça pour comprendre en quoi cette remarque de Kukai explique en même temps la proposition qui concluait la partie précédente. De telles distinctions du visible et des autres objets sensoriels constituent les graphèmes du visible. Ce sont les distinctions, c'est-à-dire les accidents du visible, toutes les marques du phénoménal qui sont les objets immédiats de la perception, qui provoquent les mouvements de la conscience
que sont les diverses sortes de désirs, lesquels mènent au péché. Alors, on me reproche parfois de traduire par péché le mot tsumi, n'est-ce pas, ou zai, mais je suis désolé, n'est-ce pas, c'est une transgression à l'égard d'une liste définitive, bien définie de commandements, une transgression qui met en péril votre salut, une transgression qui peut être sauvée par la confession. J'aimerais qu'on m'explique plus en détail en quoi ça n'a rien à voir avec le péché. On voit ici clairement que les graphèmes, les signes d'écriture, l'écriture du monde, ne sont autres que ce qui peut apparaître à la conscience comme objet d'appréhension. On sait que les 10 mots ou les 10 mauvaises actions sont divisés selon une grille qui est aussi essentielle à la vision ésotérique des 3 actes du corps, de la parole et de l'esprit, shinkui. Or, comme on le voit, le dernier des 10 mots, des 10 péchés, pourrait-on dire plus directement, est l'hérésie, jakyo, l'hétérodoxie, le fait de prôner des doctrines qui s'opposent au bouddhisme. C'est dire qu'il s'agit d'une position intellectuelle et que l'on voit par là que l'on ne peut ignorer au moins deux dimensions du graphème dont on ne peut jamais négliger le sens littéral fondamental de signe d'écriture. Il n'y a pas d'hérésie sans écriture. Il en est de même, bien évidemment, des quatre actes de la bouche, puisqu'ils sont forcément menés à l'aide du langage. Mais l'on pourrait objecter qu'ils peuvent être aussi suscités directement par la perception d'objets phénoménaux non linguistiques. Cela est en revanche beaucoup plus difficile à concevoir pour l'hérésie, puisqu'il s'agit d'une action de réflexion, une opposition idéologique à la loi correcte, à l'orthodoxie. Si le visible peut égarer un esprit en le faisant tomber dans l'hérésie, il ne peut guère s'agir que du visible des Écritures, on pourrait presque dire des Écritures religieuses. Même ici, donc, dans un développement dialectique où Kukai prend soin de garder le terme de graphème dans sa dimension la plus générale, la plus éloignée possible du sens de signe d'écriture, il s'avère impossible d'en exclure ce sens. Cela n'est pas étonnant, dira-t-on, puisque nous croyons bien avoir compris que l'une des intentions fondamentales de Kukai dans son traité est de montrer la continuité substantielle, tai-gi, tai, karada, et gi, le sens. La continuité substantielle du graphème dans toutes ses dimensions, continuité substantielle qui est garantie, faut-il le rappeler, par le caractère transcendantal des lettres brahmiques. Mais nous avons bien vu que dans toute cette partie, il évite soigneusement de faire trop précisément allusion à ce sens direct pour nous de graphème. Nous remarquerons aussi que Kukai a insensiblement ici changé le sujet de sa proposition. Dans la strophe, le sujet était le visible. Ici, dans ce passage où il en reprend pourtant les vers, il s'agit des graphèmes. Ceux-ci sont bien pour lui homonymes du visible, ou plutôt qu'homonymie, il s'agit du visible dans ses distinctions. Shabetsu. À l'opposé de l'insensé, il y a le sage, celui dont la strophe dit que le visible peut le mener à l'intellection, celui sur lequel les graphèmes ont tout naturellement un effet opposé. Chez le sage, en revanche, c'est-à-dire les graphèmes, provoquent la contemplation des causes et conditions, sans rien en prendre ni abandonner. Ils provoquent la construction, de la part du sage, n'est-ce pas ? Ils provoquent la construction des divers mandalas du plan de loi et opèrent le vaste œuvre de Bouddha. Ils rendent hommage aux éveillés vers le haut et assurent des bienfaits aux êtres vers le bas. C'est grâce à eux, les graphèmes, que les bienfaits pour soi-même et autrui sont menés à la perfection. C'est pourquoi la stance dit « il peut mener à l'intellection ». Sans rien en prendre ni abandonner, c'est-à-dire sans s'attacher d'aucune façon au graphème, le sage se consacre au grand œuvre d'éveillé. Ce grand œuvre d'éveillé est l'objet même de la conduite du bodhisattva, qui se caractérise, comme on le sait, par l'expression jigyo keta, dont nous avons ici presque un synonyme, c'est-à-dire pratiquer pour soi et sauver ou convertir autrui, ke, au sens de changer, convertir, sauver, et qui est donc synonyme de la formule que nous avons ici, jiri dita, bénéficier à soi-même et aux autres. Dans la perfection de ce grand œuvre, telle qu'elle est ici décrite dans la dernière phrase, les bienfaits pour soi-même et autrui sont grâce à eux menés à la perfection, nous reconnaissons assez curieusement une expression bien connue, Jiri Edita Emman, qui a fait florès dans un tout autre contexte, puisqu'on la connaît surtout en tant que l'un des vers qui se retrouve dans les éloges en japonais de la terre pure de Shinran, Jodo Wasan.
Shinran, donc le moine japonais, le grand promoteur des doctrines radicales de la terre pure au XIIIe siècle, fondateur donc du Shinshu, du Jodo Shinshu, l'école authentique de la terre pure. Et nous avons presque nous avons exactement la même expression plutôt chez Shinran, donc à peu près 3 siècles après Kukai, n'est-ce pas? Par les bénéfices pour soi-même et autrui. Jidilita emmanchite. Par les bénéfices pour soi-même et autrui menés à la perfection, par les ornements habiles des expédients de la prise de refuge, puisque pensée et parole s'y sont interrompues, prend refuge en le vénéré inconcevable. Vous voyez que Kotoba mo tate tareba, c'est le Gongo Dodan que nous avons vu plusieurs fois aussi à partir du Makashikan. Donc, il est certes difficile de trouver dans le bouddhisme japonais pensée plus éloignée de l'ésotérisme que celle de la terre pure. Et donc, d'autant plus étonnant de voir ces deux moines, aussi différents que l'on puisse imaginer, utiliser quasiment les mêmes mots. La nuance entre les deux, cependant, est de taille. Car Shinran, comme on l'aura compris, donne pour sujet à cette locution le Bouddha Amida lui-même. Le prend refuge, c'est le vénéré inconcevable, c'est Amida. Tandis que Kukai l'applique aux sages pratiquants. Bien que, faut-il l'avouer, on ait quelques difficultés à distinguer ici le sage terrestre d'un Bouddha. Nous verrons d'ailleurs tout de suite un texte où il est difficile de distinguer le Bouddha et un peintre. On le distingue d'autant plus difficilement qu'il peut construire des variétés de mandalas, ce qui désigne ici les 4 mandalas tels que nous les connaissons bien à présent, n'est-ce pas? Les Dai Mandala, Sammaya Mandala, Ho Mandala, Katsuma Mandala. Je reviendrai éventuellement dessus en séminaire, mais on en a déjà fait, on a esquissé la teneur. Et donc, par là, s'identifier au Bouddha. À ce sujet, le Kushitsu, le dernier commentaire de Kukai qui date du XIVe siècle, vous vous souvenez, reprend ici plus en détail une parabole qui est brièvement évoquée par Daiyu et provient du commentaire de Issing Ichigyo. Je vous le cite ici. Les profanes mondains, ne discernant pas la source foncière des entités, conservent les vues erronées sur l'existence de la production. C'est pour cela qu'ils suivent le courant des naissances et des morts et sont incapables d'en sortir par eux-mêmes. Ils sont comme ce peintre sans intelligence, ou sagesse, c'est pas chi. Dans la dimension du peintre, c'est l'intelligence, dans la dimension du Bouddha, ce sera la sagesse, qui, en s'en remettant au hasard des couleurs, créerait la figure d'un ogre, yaksha, effrayant. L'ayant achevé, un ogre ou un démon, l'ayant achevé et la regardant par lui-même, il en conçoit si grande frayeur qu'il s'effondre à terre. De même en va-t-il des... Alors, c'est la première partie, n'est-ce pas? Voici, je vous ai donné ici l'image d'un yaksha. Enfin, c'est un yaksha un peu spécial, évidemment, puisque c'est Gongo Yashamyo, n'est-ce pas, l'un des 5 rois de Sapiens, les Gomyo, qui sont des émanations des 5 Bouddhas de sagesse, n'est-ce pas, des Gobutsu de l'ésotérisme. Et ici, je vous en donne une version plus moderne pour vous montrer ce qui aurait pu effrayer le peintre, n'est-ce pas? C'est un peu le Pickman's modèle de Lovecraft qui est ici. Et voici la suite de la citation. De même en va-t-il des êtres qui s'en remettent au hasard de la source foncière des qualités, des entités, pour créer la peinture des 3 mondes, et s'y trouvent plongés d'eux-mêmes. Les 3 mondes, donc, comme représentation mentale, comme peinture mentale. Leurs pensées s'embrasant, ils en subissent les peines. Le peintre doué de l'intelligence, l'ainsi venu, il y a ici Nyorai Uchi no Gashi, n'est-ce pas? Ou Nyorai Chi Adu Gashi. On peut le comprendre comme l'ainsi venu qui est un peintre doué de sagesse, ou bien le peintre doué de sagesse est un ainsi venu. Bon, je n'insiste pas ici. Donc le peintre doué de l'intelligence ou de la sagesse, l'ainsi venu, lui, ayant pleinement compris, est capable en toute liberté d'établir le mandala de la grande compassion, c'est-à-dire le mandala du plan de la matrice. On retrouve ici l'idée de la source foncière, Hongen, qui, sous l'appellation voisine de Kongen, ne no Minamoto, n'est-ce pas, source radicale, apparaissait plus haut dans le texte, dans le passage suivant. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde.
Si l'on prend en compte leur sens réel, elles ont alors non parole de vérité. Si l'on ne connaît pas leur source, elles ont non discours erroné. Vous voyez bien le balancement des paroles erronées du sot et les paroles de vérité du sage. Nous voyons donc, ici donc reprise plus fortement, parce qu'associée à la création du mandala, la nécessité de comprendre correctement les graphèmes du monde, qui, s'ils sont mal compris, de même que le peintre dispose les couleurs au hasard, peuvent devenir des monstres effrayants, conduisant à leur perte ceux qui les déchiffrent de façon erronée. On peut se demander pourquoi Kukai, qui se montre si rigoureux dans le déroulé de son exposé selon le plan qu'il annonce au début de chaque partie, et bien que l'on puisse remarquer qu'il ne va en définitive pas jusqu'au bout de son projet, du moins reconnaîtra-t-on qu'il suit de façon impeccable la ligne projetée. Il s'arrête simplement avant la fin. Donc Kukai a choisi ici d'aborder le contenu du 4e et dernier vers avant de revenir au second et au 3e. Pourquoi donc? Il ne semble pas que les commentateurs anciens et modernes se soient posé la question, mais elle est légitime et il devrait être intéressant d'y réfléchir. L'état de sottise ou de sagesse signifie en effet la capacité ou l'incapacité de déchiffrer les graphèmes du visible constitué, dont le premier vers a exposé les 3 modalités, manifeste, formel et exprimé. Il faut aussi préciser que cette évocation du dernier vers sur l'insensé et le sage se retrouvera tout à la fin de l'opuscule, cette fois appliquée au visible intérieur et extérieur. Le fait est que par ce langage plus fortement exprimé, Kukai ne fait rien d'autre que répéter ce qu'il avait dit sur l'importance de connaître la source foncière pour éviter que le langage soit porteur d'erreurs. Si le monde visible est à déchiffrer, le plus important est la capacité de son lecteur ou contemplateur à le faire. La remarque sur le sage et l'insensé, intervenant au dernier vers de la strophe, est en fait une mise en garde qui concerne chacun des vers précédents. En utilisant le vocabulaire du sage et du fou, on ne peut plus traditionnel et conventionnel, Kukai lui donne un sens rénové. Certes, ces attributs sont encore liés à l'ignorance fondamentale, le mumio, n'est-ce pas, terme qui n'apparaît pas une fois dans ce traité, mais qui est pourtant derrière à chaque fois. Enfin, c'est peut-être pas la peine de le réécrire, mais je le fais à tout hasard. Mumio, donc, synonyme de, enfin, qui traduit le sanskrit avidya, ignorance, et donc bien que ça n'apparaisse pas dans le traité, ces attributs y sont liés, de même qu'ils sont liés au couvercle des passions, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le gai aussi, qui est un terme très évocateur, puisque c'est simplement, en japonais moderne, ça se lit futa, n'est-ce pas, littéralement le couvercle. C'est la couche d'ignorance causée par les passions qui obscurcit l'esprit. Ce n'est pas non plus employé dans le texte, mais c'est derrière tout ça. C'est ce qui empêche de déchiffrer. Donc, il s'agit avant tout chez lui, chez Kukai, donc, des obstacles à ce que l'on pourrait se risquer à appeler, avec un terme qui a été mis à la mode récemment par l'OCDE, n'est-ce pas, la littératie, en français, avec CI, c'est-à-dire la capacité d'appréhender et de comprendre les graphèmes du visible. Je pense qu'il sera peut-être plus utile d'utiliser ce mot dans ce sens chez Kukai que dans les statistiques dont on nous abreuve en ce moment, mais ça me semble intéressant de l'employer ici. Le remède à l'ignorance est bien ici la littératie, qui serait synonyme du terme plus commun de sagesse. Littératie au sens donc capacité de déchiffrer les graphèmes du monde, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, à quelque dimension que ce soit. Kukai peut dès lors passer au second vers de sa strophe. Le visible est pourvu des rétributions directes et indirectes, intérieures et extérieures, dont il nous dit, pour simplifier les choses, qu'ici aussi il y a 3 cas, comme pour le visible divisé en 3 modes, je répète, manifeste, formel, exprimé. Ces 3 cas sont d'ailleurs distingués en fonction des 3 modes du visible. Voici les 2 premiers. Le premier, donc, on met en lumière Myo, n'est-ce pas, Akiraka Nisu, c'est le mouvement même de l'explication des dogmes que fait le commentateur. Donc, on met en lumière que le visible intérieur comporte les 3 modalités de manifeste, formel, etc., le etc. Étant simplement pour exprimer. Et deuxièmement,
on met en lumière que le visible extérieur comporte aussi la triple distinction du visible. Bon, et ensuite, on met en lumière, alors voilà qui est plus délicat et ce qui va nous arrêter un peu, on met en lumière que le visible intérieur n'est pas fixé dans la catégorie de visible intérieur et que le visible extérieur n'est pas fixé dans la catégorie de visible extérieur. Ils deviennent alternativement, tagaini, n'est-ce pas, alternativement, tour à tour ou mutuellement. Ils s'entredeviennent, pourrait-on dire. Donc, ils deviennent alternativement rétributions indirectes et directes. Ce que nous appelons visible intérieur étant l'animé et visible extérieur étant le monde réceptacle. Nous ne devrions cependant pas être trop surpris de ce développement dans l'exposé de Kukai, car il avait déjà en partie vendu la mèche à l'occasion d'une remarque faite précédemment, comme en passant et sans occasionner d'élaboration. Cette remarque était la suivante. Voilà donc ce qui précède, n'est-ce pas, les graphèmes des 3 espèces de visibles, que l'on peut aussi diviser en 20 espèces de distinctions, car ce sont les distinctions du visible indirect et direct des 10 niveaux d'existence évoqués plus haut. Il nous indiquait déjà que le visible est à considérer sous les 2 aspects de l'intérieur et de l'extérieur, aspects qui sont ici plus précisément identifiés à l'animé d'une part, Ujo, n'est-ce pas, c'est-à-dire tout ce qui est compris dans les 6 voies, les 3 véhicules et le plan de Bouddha, et à l'animé de l'autre, c'est-à-dire le monde extérieur, l'univers réceptacle, Kikai, Kiseken. Le premier est rétribution directe, parce que chacun porte dans sa chair les conséquences de ses actes antérieurs. Le second est rétribution indirecte, parce que le monde où nous vivons est le produit dérivé ou sous-produit de nos actes. Il est formé par la nécessité de donner un cadre aux rétributions directes que sont les individus. Il faut bien sûr rappeler, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, que dans les conceptions de l'école nouménale, Hossoshu, qui s'est largement imposée au Japon, il ne saurait y avoir une différence essentielle, ontologique, entre les 2 catégories, puisqu'elles sont l'une comme l'autre produits de la conscience. Nous allons voir d'ailleurs très bientôt que Kukai situe cette conscience elle-même au plus haut degré de l'être. Mais pour l'instant, dans la 3e distinction qu'il fait ici, il précise que si le visible dans ses 3 modalités se présente ou se concrétise à notre perception selon les 2 dimensions de l'extérieur, c'est-à-dire notre monde phénoménal, et de l'intérieur, c'est-à-dire notre conscience qui perçoit et traite ces perceptions, dimensions qui représentent donc l'inanimé et l'animé, indirect et direct, il ne saurait y avoir de stricte séparation entre les 2. La rétribution indirecte peut devenir directe, la directe indirecte. L'extérieur, par conséquent, peut se transformer en intérieur et l'inanimé en animé. Vous allez voir tout à l'heure comment il va concrétiser ça de façon un peu surprenante. Leur point commun, leur point de jonction, pour ne pas reprendre le terme malheureux d'interface, est encore une fois la conscience. Pour illustrer cette porosité entre les 2 dimensions directes et indirectes, animé et inanimé, Kukai cite par 3 fois le sutra de l'ornement de splendeur, le Kegonkyo, l'Avatamsaka Sutra. On aurait pu s'attendre à ce qu'il illustre son affirmation par des exemples plus concrets, pris dans le monde phénoménal. Nous pouvons nous dire, après tout, que nous sommes ici dans une pensée très proche d'un texte qui n'est pas très éloigné dans le temps de notre époque, de notre moine, à savoir le scalpel adamantin de Chanjan, n'est-ce pas, de Tannen, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le Kongobe ou Kongobe-eron. De Chanjan, Tannen. Donc c'est en chinois, Chanjan est prononcé en japonais Tannen. Nous sommes en effet dans une dimension très proche, puisqu'il développait aussi l'idée selon laquelle l'inanimé étant pourvu de la nature de Bouddha, c'est-à-dire Mujo Usho, il peut aussi accéder à l'éveil. Mais que cette assertion ne se comprend chez Tannen qu'à la condition de bien comprendre qu'il n'y a pas de rupture essentielle entre le monde réceptacle, qui est la sphère de l'inanimé, et la pensée, Shin, Kokoro, qui est celle de l'animé. C'est seulement en ayant compris cela que l'on peut soutenir que les végétaux et le monde réalisent tous l'état de Bouddha, Somoku Kokudo Shikkaijo Butsu. Je pense que je l'ai déjà donné
J'ai déjà donné cette phrase. Idée que nous avons vue d'innombrables fois concrétisée dans la poésie japonaise dans les 2 années qui ont précédé ce cours. Mais Kukai n'en parle pas. Bien que la question soit identique, le rapport entre les 2 facettes du phénoménal, il va en chercher l'attestation dans les plus hautes sphères de l'être à partir de l'ornement de splendeur, c'est-à-dire le Keigonkyo. Ainsi qu'il l'est dit dans le Sutra, inconcevable est le corps de Bouddha et le chant ou les chants de Bouddha, Kokudo, Bukkokudo, se trouvent en son sein, Sono Nakani Adi, Uchini Adi. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur cela. La citation complète, telle qu'elle est donnée dans le Kushitsu, n'est-ce pas, est la suivante. Inconcevable est le corps de Bouddha, et son chant se trouve en son sein. En tous les endroits de celui-ci, il fait tourner constamment la roue de la loi sublime. La loi sublime dont il fait tourner la roue, c'est l'absence de distinction dans la nature des entités. Voyez. Hosho Mushabetsu. Nous nous trouvons ici fort proches des idées du scalpel adamantin, qui expose l'identité de nature de Bouddha et de nature du Dharma, mais, répétons-le, Kukai ne considère ici que le point ultime, qui est la sphère de Bouddha, fidèle en cela en sa déclaration de départ, le fondement des 6 poussières est bel et bien les 3 mystères du Bouddha en corps de loi. C'est-à-dire que plutôt que passer par la conscience, Shin, comme le fait Tannen, c'est-à-dire que même les Bouddhas, en quelque sorte, sont subordonnés à la conscience chez Tannen, à la conscience universelle, ou plutôt à la pensée, l'esprit universel. Ici, c'est le Bouddha qui est considéré comme la dimension supérieure. Évidemment, vous me direz que ce n'est qu'une question de mots, mais la terminologie est quand même très importante, puisque n'oublions pas, c'est concrétisé dans le parcours d'un pratiquant. C'est pourquoi les 2 citations suivantes qu'il fait du même sutra se concentrent tout d'abord sur ces dimensions inconcevables du plan de loi. Et encore, dit le Bouddha, en un seul poil, alors évidemment, mot veut dire à la fois poil et cheveux, il serait peut-être plus élégant de traduire par cheveux que poil, je suis désolé, ça fait un peu concret, mais ça nous ramène donc des hauteurs les plus métaphysiques à des choses très matérielles, c'est peut-être pas malsain de le faire. Je traduirai donc par poil. En un seul poil se révèle une pluralité de mondes. Oui, vous voyez, ta sekkai, n'est-ce pas? C'est-à-dire oki, sekkai, setsu, c'est le caractère qui traduit transcrit plutôt le mot sanskrit kshetra, n'est-ce pas? Le territoire, le champ de Bouddha. Donc, en un seul poil se révèle une pluralité de mondes. Et ils apparaissent de même tous tant qu'ils sont en chaque poil. Ainsi s'étendent-ils à l'universalité du plan de loi. Il s'agit des poils de Bouddha en méditation. Kukai prend cette citation pour illustrer d'une façon plus concrète ce qui était dit dans la première citation, à savoir qu'un Bouddha Kshetra, un champ de Bouddha, ne se trouve pas hors de Bouddha dont il est la terre, mais en lui-même, c'est-à-dire bien évidemment en sa pensée, bien que ici ce soit travesti en poil. La terre de Bouddha est produite par la pensée de ce dernier. Mais la seconde citation, qui doit développer la première, prolonge l'image dans le sens de la pluralité, une pluralité qui est cependant l'occasion d'affirmer l'omniprésence des terres de Bouddha. La troisième citation va réaffirmer que cette universalité des terres de Bouddha n'est que le reflet de l'universalité du Bouddha lui-même. Et encore, dit le sutra, en un seul port se trouve un nombre impensable de champs de Bouddha. Ils y demeurent en leur diversité en nombre égal à celui des atomes. En chacun d'entre eux, il y a un vénéré à l'universel éclat, c'est-à-dire Henjo-san, n'est-ce pas, c'est Vairochana, c'est Dainichi Nyorai. Il y a donc un Vairochana dans chacun de ces sous-univers. Au sein d'une assemblée nombreuse, il proclame en chaque atome la loi sublime. Les champs de Bouddha, grands et petits, en leur variété de distinction, sont aussi nombreux que les atomes. Vous voyez qu'ici, vous avez Daisho et Shuju, n'est-ce pas? Daisho Setsu, Shuju Shabetsu. J'attire votre attention sur le fait que variété de distinction, c'est bien Shuju avec Tane. Vous allez voir que ça a une petite importance pour tout à l'heure. Donc, ils sont aussi nombreux que les atomes. Or, dans chacun des atomes qui se trouvent dans l'ensemble de ces champs de Bouddha, il s'y trouve un Bouddha. Littéralement, il y est entré en tous un Bouddha.
Dans cette évocation aussi grandiose qu'elle est banale dans les écritures bouddhiques, Kukai nous fait parcourir une sorte de cercle allant de Vairochana à Vairochana. En tant que Bouddha universel, renfermant en son corps une infinité d'univers, car les champs ou terres de Bouddha sont en fait des mondes à l'origine semblables aux nôtres, mais qui ont été transformés par la méditation des Bouddhas qui devaient y apparaître, pour prendre l'aspect qui va être esquissé après par Kukai lui-même. Nous le verrons la semaine prochaine. Donc à l'origine, il y a ça, Vairochana en tant que Bouddha universel, méta universel, et en tant que point d'arrivée, comme nano-Bouddha, pourrait-on dire, se trouvant entré en chaque atome et qui emplit les univers d'univers. Bien évidemment, la mention des atomes doit nous alerter, à la lumière de ce que nous avons lu dans les pages précédentes, où Kukai lui-même expliquait que les atomes n'avaient d'existence que contemplative. Ces descriptions n'ont qu'une valeur évocatrice et aucune valeur explicative, sinon par analogie. Il s'agit de comprendre comment les deux pans du monde, l'indirect et le direct, l'animé et l'inanimé, s'interpénètrent et interagissent. C'est d'ailleurs la conclusion que tire Kukai après ces trois citations, lorsqu'il apporte son commentaire personnel. Nous savons clairement à présent, à partir de ces passages, que le corps des Bouddhas et le corps des êtres se superposent dans le grand et le petit. Vous avez ici Daisho Juju, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est ici avec Kasanadu et pas Tane comme tout à l'heure. Soit que leur mesure corporelle soit le plan de loi égal à l'espace, soit que leur mesure corporelle soit les champs de Bouddha doublement inexprimables. Même leur caractère inexprimable est inexprimable. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils aient pour mesure corporelle 10 champs de Bouddha, un champ de Bouddha, un seul atome. Dans cette première partie du paragraphe de conclusion, Kukai ramène les immensités métaphysiques précédentes à des mesures plus réduites, mais aussi peu concevables, puisqu'il passe des dimensions d'un monde de Bouddha à celles de l'atome. Il est très curieux qu'il ne donne pas des ordres d'idées plus accessibles au commun des mortels, mais il est clair d'après la première phrase que c'est bien ce qu'il entend. Les dimensions des Bouddhas, ou plus exactement du Bouddha Vairochana, et celles des êtres, et plus spécialement des humains, se répondent les unes aux autres. Et plus que se répondre, elles s'interpénètrent. Tous les commentateurs modernes, guidés il est vrai par les commentaires anciens, veulent comprendre le composé descriptif Juju, Kasane, Kasanete, n'est-ce pas, dans l'expression Daisho Juju, comme un synonyme de Shiju, c'est-à-dire de nombreuses espèces, de grande variété. Bien que ce sens se trouve attesté de façon secondaire, on ne peut ignorer que le sens principal en soit ce que signifient en premier les caractères, à savoir un état de superposition, couche sur couche. Le terme est d'ailleurs bien attesté en ce sens chez Kukai lui-même, dans son Sokushin Jōbutsugi, n'est-ce pas, le sens de la réalisation de l'état de Bouddha de ce corps. Il n'y a donc pas... Vous vous souvenez que c'est l'expression... Je ne l'ai pas... Je vous la redonne ici parce qu'elle est importante. À propos justement de l'imbrication complète qui est symbolisée par la métaphore du filet le filet d'Indra, n'est-ce pas? Le filet d'Indra qui est une sorte de maillage qui se répète à l'infini, et c'est le sens que nous avons dans Juju, c'est une superposition, une répétition à l'infini. Donc, il n'y a donc pas de raison de juger que la signification en soit différente. Et la locution doit bien signifier que les tailles corporelles des Bouddhas et des êtres animés se superposent à travers toutes les couches de l'être. Par taille corporelle, il faut entendre ici les corps individualisés. Bien que l'on s'en doute, le corps d'un Bouddha en corps de loi a peu à voir en ses mensurations avec celui d'un humain de notre monde. Ces mensurations corporelles s'étendent donc du plan de loi lui-même jusqu'à la taille d'un atome, bien que nous sachions ce que cela signifie. Ce n'est à proprement parler qu'un ordre d'idées. La dernière partie de ce paragraphe est la conclusion de toute cette partie. Corps et terre de telle taille deviennent alternativement intérieurs et extérieurs,
se font les uns pour les autres rétributions indirectes et directes. Dans ces rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures, se trouve forcément au complet le visible manifeste, formel et exprimé. C'est pourquoi il est dit « le visible est pourvu des rétributions indirectes et directes, intérieures et extérieures ». Cette superposition des Bouddhas et des êtres est la clé de la possibilité d'alternance des catégories. C'est parce qu'ils ont la possibilité de devenir Bouddha, ou pour le dire mieux encore, c'est en ce que les êtres participent de la substance de Bouddha que les dimensions peuvent alterner, et que les structures les plus rigides du point de vue phénoménal, en particulier la division entre animé et inanimé, sont en réalité perméables, l'inanimé pouvant prendre la forme de l'animé, ainsi que nous l'avons vu. Il est tout aussi évident que l'extérieur et l'intérieur, catégories recoupant les précédentes, peuvent aussi alterner de la même façon. Ainsi que le fait remarquer Raiyu, le visible exprimé ne réside que dans l'animé, et l'expression du visible extérieur dont il est maintenant question résulte de la non-dualité des rétributions indirectes et directes. Ainsi que nous l'avons déjà vu, la non-dualité implique l'intégration, la parfaite communicabilité à l'intérieur de la conscience certes individuelle, mais dont nous savons qu'elle est de même substance, que la conscience de Bouddha. Il est certain que ce passage est d'interprétation très délicate, encore que je crois pouvoir dire que nous en avons donné l'essentiel du sens. Les remarques que rapporte le Kushitsu, donc de Goho et de Kembo, n'est-ce pas, sur la fin de ce passage, le dernier commentaire, n'est-ce pas, du XIVe siècle, peuvent nous donner une certaine idée de l'hésitation des commentateurs eux-mêmes, ce qui pourrait nous excuser d'une certaine façon d'être un peu perplexes, nous aussi, n'est-ce pas? Disons, disons en discussion. Alors, Ryogen est un terme très important de la scolastique, à la fois du Tendai, du Shingon, de l'époque de Heian. Ça veut dire littéralement épurer les choses, donc réparer les erreurs, mais c'est aussi porter à la discussion. Et alors ça se retrouve fréquemment employé lorsque vous avez un échange de questions et réponses. Ici, vous voyez que ce n'est pas formellement indiqué comme une discussion, mais il y a une objection et une réponse à cette objection. La citation, n'est-ce pas? Nous savons clairement à présent, à partir de ces passages, que le corps des Bouddhas et les corps des êtres se superposent dans le grand et le petit. Ces citations. Ce passage, si nous réfléchissons à sa teneur exégétique, est cité afin de montrer la superposition du grand et du petit des corps en tant qu'agent de la naissance et des terres en tant qu'objet de la demeure. Vous avez no show d'un côté, vous voyez encore la dichotomie, toujours no d'un côté et show de l'autre. Je le répète, c'est très important dans la réflexion scolastique japonaise. Alors, vous serez peut-être, vous pourrez m'objecter si nous faisions à Ryogen tous ensemble que ce n'est pas la même chose, puisqu'ici c'est no show et ici shouju. Ce ne sont pas l'agent et l'agi d'un même verbe, mais il est bien évident que la terre est un objet de demeure, alors que celui qui y demeure, c'est celui qui est agent de la naissance. Alors, agent ne veut pas seulement dire celui qui produit la naissance, mais c'est celui qui fait l'acte de naître. Donc, c'est pour montrer la superposition du grand et des petits des corps en tant qu'agent de la naissance et des terres en tant qu'objet de la demeure. Et ce n'est pas forcément pour attester que les deux dimensions intérieures et extérieures du visible deviennent mutuellement rétributions indirectes et directes. Vous voyez qu'il dit en quelque sorte que ça ne change pas nos conceptions habituelles, puisque nous avons celui qui, bien que l'on naisse dans une terre qui relève du Bouddha, on y naît en tant qu'individu nous-mêmes, n'est-ce pas? Soutenir ainsi que le passage selon lequel corps et terres, grands et petits, deviennent mutuellement extérieurs et intérieurs, mais précisément en lumière le dogme
selon lequel ils deviennent mutuellement rétribution indirecte et directe, c'est-à-dire la parfaite intercommunicabilité, cela est à mettre au crédit des commentateurs, chaque n'est-ce pas, les commentateurs, mais n'a sans doute rien à voir avec la lettre des sutras. Vous voyez qu'il ne faut pas donc, selon Raiyu, selon le Kushitsu, donc ce sont les opinions du moine Goho qui sont ici, il ne faut pas aller trop loin dans la compréhension de cette parfaite identification des deux dimensions. Encore une fois, le shin et la conscience et l'objet de la conscience gardent une distinction avant que l'on arrive dans la totale intégralité du corps de loi. Le Kushitsu adopte ici une attitude très prudente en comparaison des commentateurs modernes et ramène la remarque de Kukai à une portée bien plus prudente aussi, si prudente d'ailleurs que l'on pourrait craindre qu'elle en devienne banale, puisque Goho et Kembo suggèrent que la superposition dont il est question concerne les corps comme sujet et les terres comme objet, et qu'il n'y a donc pas de possibilité de parfaite alternance des deux dimensions. Les phrases utilisées par Kukai, par leur redondance même, viseraient seulement à mieux exprimer cette superposition. L'inanimé reste inanimé, n'est-ce pas? Et l'animé reste animé. Simplement, l'inanimé étant objet de l'animé, participe en quelque sorte de l'animé. À y bien réfléchir, nous retrouvons dans ce passage ce que Dogen avait déjà exprimé dans son propre commentaire sous forme de questions-réponses. Question. Quel est le sens de « deviennent alternativement intérieur et extérieur » se font les uns pour les autres, rétribution indirecte et directe. Réponse. C'est parce que les terres, kokudo, que les êtres ont pour objet, sont les corps de Bouddha. Alors, excusez-moi, avant d'aller plus loin, je traduis de façon un peu maladroite ce shoen qui est très important aussi. Nous l'avons déjà vu dans le séminaire, ça veut dire littéralement ce à quoi on se lie, ce à quoi on se relie. Et ça peut avoir plusieurs sens selon le contexte, bien sûr, puisque le lien peut être l'affinité avec un Bouddha, l'affinité que vous déclarez par un acte de foi envers tel ou tel Bouddha, l'affinité avec un maître, bien sûr. Et ici, lorsque c'est employé dans un contexte, disons, sensoriel, c'est l'objet que prend la conscience, l'objet auquel se relie la conscience. Donc, ça veut bien dire ici le prendre pour objet. Et ici, c'est Shoen Kokudo, n'est-ce pas? Ce sont les champs, les territoires sur lesquels littéralement se branchent les êtres. Donc, c'est pour ça qu'on peut le traduire pour prendre pour objet ou avoir pour objet. C'est parce que les terres que les êtres ont pour objet sont le corps de Bouddha, puisque comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, les terres bouddhiques sont à l'intérieur du corps de Bouddha. Donc, c'est parce que les terres que les êtres ont pour objet sont le corps de Bouddha que les rétributions indirectes se font rétributions directes. Je pense que vous comprenez, n'est-ce pas? C'est parce que les êtres tiennent le corps de Bouddha pour la terre qu'ils ont pour objet que les rétributions directes deviennent rétributions indirectes. Puisque, évidemment, en prenant la terre, ils ont aussi le corps, et à ce moment-là, le corps qui est une rétribution directe, même pour un Bouddha, devient une rétribution indirecte qui est la terre. Elles deviennent mutuellement, ainsi, tour à tour, intérieures et extérieures. Et il ajoute, pour encourager le lecteur, comme ça, c'est facile à comprendre. Dernière phrase. Et ce n'est en effet pas si difficile si l'on songe à ce qui a été dit plus haut, à savoir que les terres ou champs de Bouddha sont dans le sein même des Bouddhas. Vouloir renaître dans une terre de Bouddha, laquelle, en tant que terre, devrait être comprise comme extérieure, indirecte et inanimée, c'est aspirer en réalité à un état intrinsèque au corps de Bouddha, et donc intérieur, direct et animé. Tout le monde pourra se faire l'objection de bon sens, selon laquelle cette aspiration est plutôt à sens unique, allant toujours du plus bas vers le plus haut. Mais ce serait faire fi de la conduite compassionnelle des Bouddhas et des Bodhisattvas, qui, eux, justement,
parcourent le chemin inverse et apparaissent dans le monde phénoménal, extérieur, indirect et inanimé. Bien que le commentateur ne le dise pas expressément, cela est pourtant facile à déduire de la phrase que nous avons vue plus haut à propos des graphèmes, grâce auxquels les bienfaits pour soi-même et autrui sont menés à la perfection. Jiri dita emmanshite. Mouvement qui était bien indiqué comme allant vers le bas, c'est-à-dire vers les êtres. Je répète la phrase Shimo shujo ni rishite et Jiri dita kore ni yotte emmansu. Donc Shimo shujo ni rishite, vers le bas, on rend bénéfice, on assure des bénéfices aux êtres. L'intercommunicabilité s'opère donc, répétons-le, à travers la conscience des êtres. La conscience des êtres d'abord, ainsi que la rappelait la citation d'un passage antérieur, déjà vu tout à l'heure, sur les graphèmes des 3 espèces du visible, que l'on peut aussi diviser en 20 espèces de distinctions, car ce sont les distinctions du visible indirect et direct des niveaux d'existence évoqués plus haut. Fin de citation. Il faut bien prendre garde au fait que ce passage n'impliquait pas, de la part de Kukai, l'intervention de quelconque pouvoir propre au Bouddha et Bodhisattva. Il s'agissait tout simplement du mode d'apparition des graphèmes dans le monde. Les graphèmes en eux-mêmes ne connaissent pas l'obstacle des différentes dimensions que nous avons évoquées ici. En revanche, s'ils sont susceptibles d'être déchiffrés par les consciences correspondant à chacun de leurs niveaux, c'est la pensée suprême, celle qui se déploie au niveau du corps de loi, qui est la parfaite lectrice des graphèmes, lesquels en sont d'ailleurs l'émanation directe. Voilà donc ce que Kukai nous dit des 3 modalités du visible, manifeste, formel et exprimé, telles qu'elles se déploient dans la double dimension des rétributions directes et indirectes, qui sont aussi qualifiées d'intérieures et extérieures, à la conscience, conviendrait-il de préciser à chaque fois, et correspondent à l'animé et inanimé. Kukai peut à présent aborder le 3e vers de la strophe, existant en l'état de loi ou en conséquence des conditions. Honen Zuien. Ce sera le dernier, puisque nous avons vu qu'il avait anticipé l'explication du tout dernier vers, il peut égarer et aussi mener à l'intellection. Et bien qu'il y fasse une ultime et brévissime allusion à la fin du traité, à ce tout dernier vers, il n'y reviendra pas de façon développée. Nous allons très rapidement nous apercevoir qu'en abordant ce 3e vers, Kukai ne quitte pas complètement le questionnement de la partie précédente. Mais il nous faut tout d'abord, avant d'aller plus loin, nous arrêter sur un terme essentiel de ce passage, celui que nous avons rendu par « en état de loi », ce qui ne veut pas dire grand-chose pour l'instant, ou bien par un mot prêtant plus à l'ambiguïté, mais qu'il suffira peut-être d'expliquer pour apprendre à nous contenter, de naturel ou naturellement. Ce terme est assez simple à comprendre, à analyser en sino-japonais. Il est formé du caractère ho, dharma, le dharma, la loi, et d'un caractère outil, nen, qui forme l'équivalent de nos adverbes ou de locutions descriptives, à la manière de. Dans cette fonction, il est synonyme de ni, de ho-ni. Je pense qu'on va le revoir plus tard, mais je vais quand même vous l'écrire, parce que c'est quelque chose d'important. Dites-vous bien que les deux caractères sont quasiment synonymes dans tous les textes où vous les rencontrerez. Alors, évidemment, on aurait tendance à traduire honen et honi par conforme au dharma. C'est ce que ça veut dire littéralement. Mais c'est le dharma comme ordre de la nature en général, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement le dharma bouddhique. C'est bien que c'est quelque chose. Vous vous souvenez de la distinction que l'on a entre le dharma, la loi, et la métaphore de l'autre. C'est donc le support direct de la réalité ultime. Et c'est pour ça qu'il est parfois aussi considéré comme... Il est d'ailleurs homonyme de Jinen, qu'on lit Shizen en lecture Kaon, mais Jinen en contexte bouddhique, qui veut dire aussi la spontanéité, ce qui vient de soi-même. D'ailleurs, la traduction tibétaine de ce Jinen n'est pas inintéressante, puisque elle est Rangjung, n'est-ce pas, veut dire ce qui surgit, ce qui se fait
de soi-même. C'est exactement la... je pense que c'est une traduction qui est inspirée du chinois, et elle est plus claire, ce qui s'est réalisé de soi. Donc, Honen, c'est ce qui est, disons, qui n'a besoin de rien d'autre que soi-même pour exister. Zuyen, en revanche, c'est donc le contraire. Donc, on y reviendra dans un instant. D'ailleurs, cette expression de Honen ou de Honi est parfois glosée en japonais par Hotoshite Shikari, c'est-à-dire étant loi naturelle, c'est tel quel, c'est comme ça, ou tel que l'est le Dharma. Il serait peut-être aussi, cela nous aiderait de comprendre ici Dharma comme nature des choses, Hosho, n'est-ce pas? Et le terme donc Honen, comme synonyme de Jinen, peut tout à fait se traduire par naturel. Il faudra donc entendre par Honen ce qui existe en soi, spontanément, en nature propre, et qui n'a pas besoin de l'apport de conditions extérieures pour se développer. On ne peut dire que ce composé traduise un terme sanskrit précis. Vous aurez beau chercher, évidemment vous trouverez des mots comme dharmata et puis des périphrases sanskrites, mais il n'y a pas d'expression sanskrite définie à laquelle on puisse ramener Honen. Il semble bien qu'on puisse le considérer comme l'une de ces créations langagières chinoises qui donnent au bouddhisme du monde sinisé sa forme si originale. Il joue un rôle important dans l'enseignement de Kukai. Et nous le trouvons déjà dans son Sokushin Jōbutsugi. Dans cet ouvrage, le terme intervient vers la fin. Pardon, c'est ici, oui. C'est la deuxième et troisième citation. Dans le Sokushin Jōbutsugi, donc, il intervient à propos de la citation scripturaire naturellement munie de l'omniscience. Vous avez ici, n'est-ce pas, Sabanya ou Satsbanya, c'est-à-dire Sarvajñana, naturellement muni de l'omniscience. Ukuka, il explique ainsi, le mot naturellement montre que les entités sont spontanément telles qu'elles sont. Vous voyez qu'ils emploient ici Jinen Nyose, ce qui indique bien l'homonymie entre Honen et Jinen. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de l'adjonction d'apports extérieurs pour se réaliser. On comprend ainsi que le contraire de naturellement existant, le naturellement existant, soit l'existant en conséquence des conditions, zui-en, sui-en, n'est-ce pas, en nishtagate, zui-en, terme qui désigne tout ce qui a besoin d'autre chose pour exister en tant que soi-même, c'est-à-dire l'ensemble du phénoménal. Je n'entre pas ici dans la distinction entre cause principale et cause secondaire, in, cause principale, n, cause secondaire. Nous arrêtons. La cause principale, vous voyez, nous avons déjà parlé, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui serait du côté du honen, n'est-ce pas? Mais c'est l'action sur ce qui a besoin du zuyen pour se développer. Donc, il place ainsi la question du visible dans un rapport plus polarisé encore que précédemment, entre une dimension que nous pourrions appeler absolue et une relative. Chose étonnante, cette catégorie on ne peut matérielle pour nous qu'est le visible, et qu'il est tout autant pour le bouddhisme traditionnel, comme on le sait d'après la nomenclature classique des trois mondes. Les trois mondes dans le plan supérieur, vous savez que les trois mondes, vous avez Yokkai, Shikikai et Mushikikai. Alors qu'ici, le visible, en quelque sorte, passe dans toutes ces dimensions. Donc cette catégorie, on ne peut plus matérielle qu'est le visible, devient dans l'ésotérisme une catégorie compatible avec le plan de loi. Ainsi que nous le dit la phrase par laquelle Kukai ouvre la dernière partie de sa démonstration, existant naturellement ou en conséquence des conditions. Citation, n'est-ce pas ? Le visible manifeste, formel et exprimé tel que nous l'avons vu ci-dessus peut se réaliser naturellement. C'est cela que l'on appelle, c'est-à-dire donc en état de loi, n'est-ce pas ? C'est cela que l'on appelle rétributions indirectes et directes du Bouddha en corps de loi. Alors, remarquez que le troisième vers commence par aduiwa, n'est-ce pas ? Qu'on aurait tendance à traduire par soit que, soit que.
ce n'est pas forcé. Il y a vraiment des sens bien attestés en chinois. D'abord, ça veut dire peut-être, ça peut n'être qu'une supposition, et ça veut dire aussi il y a, tout simplement, dans certains textes chinois. Et ici, cela pourrait s'entendre de cette façon, de façon tout à fait satisfaisante. Les commentateurs, s'attendant à un autre Aduiwa, vont infléchir un peu leur compréhension dans ce sens. Nous le verrons tout à l'heure. Donc, existant naturellement, alors, en conséquence, existant naturellement ou en conséquence des conditions. Donc, nous pouvons constater qu'il y a entre les trois vers de la strophe une nette gradation ascendante. Le premier partant du niveau phénoménal pour examiner les différentes dimensions du visible. Le second décrivait les modalités d'alternance entre les dimensions. Et le troisième, celui que nous avons sous les yeux, met en regard deux dimensions dont l'une est suprême, l'autre est accessoire, secondaire, mais orientée vers la première. Plus que dans les deux premiers vers, vont ici se contraster le plan de loi et tout ce qui en relève, d'un côté, et le monde phénoménal, dont la seule issue salvifique est de se remettre en égalité de statut avec le plan de loi. Il est vrai que le vers de Kukai ne met en relief que le premier pan. Ce qui a intrigué les auteurs du Kushitsun, le pinceau oral, si j'ose dire, qui précise des choses. Les mots « le visible » peut se réaliser naturellement. Alors ici, nous avons la question, n'est-ce pas? Les mots « le visible » peut se réaliser naturellement dans son état de loi, n'est-ce pas, ou dans son état de loi, ne mentionnent qu'un seul membre, pour ne montrer qu'un seul dogme. Si l'on voulait le dire complètement, il faudrait ajouter « ou peut se réaliser selon les conditions ». Vous voyez qu'il remet Aruiwa en mettant Zuihen. C'est cela que l'on appelle les rétributions indirectes et directes du Bouddha en cours d'adaptation. Goho se risque ensuite à une autre hypothèse. Ou bien s'agit-il encore de montrer le caractère non partagé, fugu, de cet enseignement en mentionnant d'abord le visible réalisé naturellement. Non partagé, fugu, se réfère ici à des doctrines qui ne sont accessibles qu'aux bodhisattvas des degrés les plus élevés et au Bouddha. Il appuie son idée sur une citation. Un vénérable d'autrefois, je reviendrai là-dessus sur un moment, un vénérable d'autrefois dit en commentaire, il y a deux sortes d'aspects du visible, le provisoire erroné et le réel authentique, Moke Shinjitsu. Le provisoire erroné est l'aspect du visible qui se produit par l'enchaînement causal d'une seule pensée, Isshin Engi. C'est l'imagerie, Eizo ou Yozo, dans le bouddhisme on dirait plutôt Yozo, c'est l'imagerie des changements des consciences. Le réel authentique, ce sont les trois modes du visible naturel du Bouddha en corps de loi. Ce sont les 4 mandalas du Bouddha en sa nature, telle qu'est sa nature. Shobutsu, Shonen. Le Bouddha en sa nature, telle qu'est sa nature. La suite de la citation de Kakuban, car c'était lui, n'est-ce pas, un éminent moine Shingon du XIIe siècle. Kakuban. Je transcris peut-être pour ceux qui... Le fondateur de la branche dite Shingi, Shingonshu, des sens nouveaux. Donc, cette citation de Kakuban, où nous ne pourrons entrer plus avant, malheureusement, attribue le premier aspect du visible ainsi esquissé au Tendai et au Kegon, au Hosso et au Sannon. Le second, bien sûr, au Shingon. Ce développement est pour nous très intéressant en ce qu'il nous rappelle que le traité de Kukai ne concerne pas seulement l'itinéraire de la pensée du méditant, mais qu'il s'agit aussi pour lui de prendre position à l'encontre des autres écoles. Ces minutieuses distinctions qu'il établit dans le phénoménal sont aussi des éléments de controverse contre les autres systèmes doctrinaux. Cela est certes bien plus évident chez ses commentateurs, mais nous ne pouvons non plus l'ignorer chez le maître lui-même. Et cela nous invite bien sûr à considérer que le dernier vers de la strophe « Il peut s'égarer et aussi mener à l'intellection » ne se rapporte pas qu'à la pratique. Il s'agit aussi d'une mise en garde contre les doctrines des autres écoles. Voici Kakuban. Mais nous verrons au prochain cours que Kukai peut aussi s'élever très haut au-dessus de ses considérations scolastiques et sectaires. Et je vous remercie pour aujourd'hui.